En ce matin frisquet du 12 mai 1898, une brume épaisse et persistante, lourde d'humidité, enveloppait les pentes abruptes de la Croix-Rousse, à Lyon, dissimulant les toits et les cheminées qui commençaient à cracher leurs premières volutes de fumée. L'aube, timide et grise, luttait pour percer ce voile cotonneux, ne parvenant que à teinter la ville d'une lumière blafarde et incertaine. Un silence oppressant régnait, inhabituel pour cette heure où les premiers ouvriers commençaient déjà leur marche vers les usines textiles. Seul le sifflement mélancolique du vent dans les platanes dénudées osait briser cette quiétude trompeuse. L'air était saturé d'une odeur âcre et familière de bois brûlé, résidu des foyers de la nuit, mais une effluve plus sinistre et métallique, presque nauséabonde, s'y mêlait, insidieuse, flottant au-dessus d'un terrain vague isolé, à Halles, écart des faubourgs animés. Était une puanteur anormale, annonciatrice d'une anomalie glaçante au cœur de la ville endormie. C'est précisément dans ce terrain vague, jouxtant les dernières bâtisses du quartier et bordé d'herbes folles et de gravats, que deux ouvriers, les nommés Jean Dubois et Pierre Girard, faisaient leur chemin quotidien vers les filatures. Leurs bottes claquaient faiblement sur le sol encore humide, leurs pensées déjà tournées vers la monotonie de la journée de labeur qui s'annonçait. Soudain, une forme indistincte, plus sombre que la brume environnante, attira le regard de Jean. Ce N n'était pas un simple tas de détritus habituels. En s'approchant prudemment, l'odeur métallique et âcre devint insoutenable, s'accrochant à leur gorge. Puis, l'horreur se dévoila à leurs yeux, crue et indéniable. Là, au milieu d'une parcelle de terre complètement noircie, se dressaient les restes calcinés d'une structure rudimentaire, à peine reconnaissable, évoquant un bûcher improvisé. Ce qui les figea cependant, ce ne fut pas seulement la vision de ce brasier éteint et de ces vestiges de bois consumés, mais ce qu'il recelait, dispersé avec une désinvolture macabre. Éparpillés sur la terre encore tiède et fumante, des fragments d'ossements, petits, blanchis et manifestement humains, se mêlaient aux cendres et au charbon refroidi. La reconnaissance fut immédiate, brutalement évidente, gravant l'image dans leurs esprits. Un silence de mort s'abattit sur les deux hommes, leurs haleines coupées par l'effroi pur, leurs regards se croisant dans une incompréhension horrifiée. Le vent, qui jusque-là sifflait mélancoliquement, sembla se taire, comme si le quartier tout entier de la Croix-Rousse à la presque, retenait son souffle face à cette découverte macabre. Était un secret ignoble, exhumé par la grisaille de l'aube lyonnaise, qui venait de briser la quiétude apparente de la ville, promettant une enquête glaçante qui allait secouer les fondations mêmes de sa respectable bourgeoisie. La macabre découverte de Jean Dubois et Pierre Girard ne tarda pas à rompre le silence oppressant de la Croix-Rousse. Leurs cris d'effroi, étouffés d'abord, alertèrent les rares voisins déjà debout, et bientôt, le terrain vague devint le centre d'une agitation inhabituelle. La gendarmerie locale fut la première sur les lieux, ces hommes, visage blême, constatant l'aile étendue de l'horreur avec un mélange de répulsion et de stupéfaction. L'affaire, manifestement hors de leur portée, exigea l'intervention de la Sûreté de Lyon. C'est ainsi que l'inspecteur Martin Delacroix, jeune et ambitieux, fraîchement arrivé de la capitale, fut dépêché sur les lieux. La brume tenace semblait vouloir cacher les faits, mais l'odeur persistante de chair brûlée, mêlée au vent froid du matin, s'accrochait aux narines, annonçant une enquête bien plus sinistre qu'un simple fait divers. Delacroix, malgré son expérience parisienne, sentit une lourdeur particulière dans l'atmosphère lyonnaise. L'inspecteur Delacroix, son regard perçant balayant la scène, fut immédiatement frappé par la nature méthodique de la destruction. Ce N n'était pas, œuvre d'un acte impulsif. Lyon, à cette époque, connaissait son lot de crimes. Règlements de comptes dans les bas-fonds, vols qui tournaient mal, drames passionnels. Mais une incinération aussi complète, dans un lieu aussi exposé, et pourtant isolé, suggérait une volonté d'effacement, une tentative désespérée de faire disparaître toute trace. Le corps calciné, ou du moins ce qu'il en restait, témoignait d'une violence calculée. Delacroix savait qu'il ne pourrait progresser sans l'expertise du docteur Charles Martin, le médecin légiste de la ville. Cet homme, avec son expérience et son approche scientifique naissante, serait la clé pour donner une voix à ces restes muets. La lumière blafarde de l'aube, filtrant à travers la brume, donnait à l'ensemble une dimension quasi spectrale, renforçant le sentiment d'un crime hors du commun. Le docteur Charles Martin arriva peu après, son regard pragmatique et légèrement blasé trahissant des années passées à côtoyer la mort sous toutes ses formes. Il s'agenouilla près des cendres, son souffle se condensant dans l'air froid. Les fragments osseux étaient minuscules, certains à peine identifiables, mais leur morphologie ne laissait aucun doute. Ils étaient humains.
La chaleur intense du bûcher avait réduit le corps à L, état de poussière, et D, éclat, rendant toute identification directe quasi impossible. Une femme, très probablement, murmura-t-il à Delacroix, ses doigts gantés manipulant délicatement un petit fragment de vertèbre. Et pas un accident. Quelqu'un a voulu s'assurer qu'il ne resterait rien. Une incinération complète, mon cher inspecteur, est une déclaration d'intention. Une volonté farouche d'effacer une existence et tout ce qu'elle représente. La précision du geste criminel était glaçante, évoquant une détermination sans faille. Pour Delacroix, l'affaire prenait une tournure bien plus complexe qu'un simple meurtre. Le code pénal de 1810, en vigueur, condamnait le meurtre et la dissimulation de cadavres avec la plus grande sévérité, mais il ne prévoyait pas toujours la sophistication de certains crimes. En 1898, la médecine légale était encore en développement, et l'identification des victimes, notamment celles incinérées, représentait un défi monumental. Plus que la brutalité de l'acte, était la tentative d'anéantissement de l'identité qui interpellait l'inspecteur. Dans une ville comme Lyon, où l'honneur familial et la discrétion de la bourgeoisie étaient des piliers inébranlables de la société, un tel crime, s'il impliquait des personnalités influentes, risquait de l'être enseveli sous un mur de silence. Delacroix sentait déjà le poids des secrets que cette affaire menaçait de dévoiler, des secrets que la respectable société lyonnaise préférait laisser dans l'ombre. La macabre découverte de Jean Dubois et Pierre Girard ne tarda pas à rompre le silence oppressant de la Croix-Rousse. Leurs cris d'effroi, étouffés d'abord, alertèrent les rares voisins déjà debout. Et bientôt, le terrain vague devint le centre d'une agitation inhabituelle. La gendarmerie locale fut la première sur les lieux. Ces hommes, visages blêmes, constatant étendue de l'horreur avec un mélange de répulsion et de stupéfaction. L'affaire, manifestement hors de leur portée, exigea l'intervention de la Sûreté de Lyon. C'est ainsi que l'inspecteur Martin Delacroix, jeune et ambitieux, fraîchement arrivé de la capitale, fut dépêché sur les lieux. La brume tenace semblait vouloir cacher les faits, mais l'odeur persistante de chair brûlée, mêlée au vent froid du matin, s'accrochait aux narines, annonçant une enquête bien plus sinistre qu'un simple fait divers. Delacroix, malgré son expérience parisienne, sentit une lourdeur particulière dans l'atmosphère lyonnaise. L'inspecteur Delacroix, son regard perçant balayant la scène, fut immédiatement frappé par la nature méthodique de la destruction. Ce N était pas elle, œuvre d'un acte impulsif. Lyon à cette époque connaissait son lot de crimes. Règlements de compte dans les bas-fonds, vols qui tournaient mal, drames passionnels. Mais une incinération aussi complète, dans un lieu aussi exposé et pourtant isolé, suggérait une volonté d'effacement, une tentative désespérée de faire disparaître toute trace. Le corps calciné, ou du moins ce qu'il en restait, témoignait d'une violence calculée. Delacroix savait qu'il ne pourrait progresser sans l'expertise du docteur Charles Martin, le médecin légiste de la ville. Cet homme, avec son expérience et son approche scientifique naissante, serait la clé pour donner une voix à ces restes muets. La lumière blafarde de l'aube, filtrant à travers la brume, donnait à l'ensemble une dimension quasi spectrale, renforçant le sentiment d'un crime hors du commun. Le docteur Charles Martin arriva peu après, son regard pragmatique et légèrement blasé trahissant des années passées à côtoyer la mort sous toutes ses formes. Il s'agenouilla près des cendres, son souffle se condensant dans l'air froid. Les fragments osseux étaient minuscules, certains à peine identifiables, mais leur morphologie ne laissait aucun doute, ils étaient humains. La chaleur intense du bûcher avait réduit le corps à bielle, état de poussière et éclat, rendant toute identification directe quasi impossible. Une femme, très probablement, murmura-t-il à Delacroix, ses doigts gantés manipulant délicatement un petit fragment de vertèbre. Et pas un accident. Quelqu'un a voulu s'assurer qu'il ne resterait rien. Une incinération complète, mon cher inspecteur, est une déclaration d'intention. Une volonté farouche d'effacer une existence, et tout ce qu'elle représente. La précision du geste criminel était glaçante, évoquant une détermination sans faille. Pour Delacroix, l'affaire prenait une tournure bien plus complexe qu'un simple meurtre. Le code pénal de 1810, en vigueur, condamnait le meurtre et la dissimulation de cadavres avec la plus grande sévérité, mais il ne prévoyait pas toujours la sophistication de certains crimes. En 1898, la médecine légale était encore en développement, et l'identification des victimes, notamment celles incinérées, représentait un défi monumental. Plus que la brutalité de l'acte, était la tentative d'anéantissement de l'identité qui interpellait l'inspecteur. Dans une ville comme Lyon, où l'honneur familial et la discrétion de la bourgeoisie étaient des piliers inébranlables de la société, un tel crime,
s'il impliquait des personnalités influentes, risquait de être enseveli sous un mur de silence. Delacroix sentait déjà le poids des secrets que cette affaire menaçait de dévoiler, des secrets que la respectable société lyonnaise préférait laisser dans l'ombre. Les premières heures furent laborieuses. Les gendarmes, sous la direction de Delacroix, frappèrent aux portes des immeubles adjacents et des petites échoppes de la Croix-Rousse. La plupart des témoignages se résumaient à des « je n'ai rien vu, rien entendu », des regards fuyants et des épaules haussées. Pourtant, au fil des conversations, des bribes d'informations, des murmures à peine audibles, commencèrent à émerger. Des femmes âgées, assises sur leur pas de porte, évoquaient d'anciennes rumeurs. Des disparitions étranges de jeunes veuves dans le quartier, des départs soudains pour la campagne, ou des retraites dans des couvents, souvent sans adieu, sans nouvelles. Des histoires floues, oubliées, que la découverte du bûcher ravivait avec une intensité glaçante. Ces récits, bien que vagues, éveillaient la curiosité de l'inspecteur. Delacroix, doté d'une méthode rigoureuse, ne se contentait pas des ragots de quartier. Il dépêcha une partie de ses hommes aux archives municipales et paroissiales, ainsi qu'au bureau de l'Aile, État civil de Lyon. L'objectif était clair, recenser toutes les disparitions ou décès suspects de femmes, particulièrement des veuves, sur les dernières décennies. C.C. était un travail de fourmi, fastidieux et potentiellement ingrat, impliquant de feuilleter des registres poussiéreux, de déchiffrer des écritures anciennes, et de croiser des informations. L'inspecteur espérait y déceler des anomalies, des dates de décès précipitées, des causes indéterminées, ou des incohérences entre les registres civils et religieux. Les premiers retours furent décevants. La plupart des documents semblaient impeccables, comme si un voile de normalité avait été méthodiquement tissé. Pourtant, la persévérance finit par payer. Une jeune greffière attentive signala à un gendarme une série de « départs pour la campagne », un peu trop fréquents et définitifs, tous concernant de jeunes veuves sans famille proche, enregistrés au cours des 15 dernières années. Ces départs, sans adresse précise, contrastaient étrangement avec la minutie habituelle des archives lyonnaises. Parallèlement, une blanchisseuse âgée, ayant travaillé pour des familles bourgeoises, mentionna une certaine Madame Dubois, veuve depuis peu, qui avait mystérieusement disparu, il y a quelques années après avoir été vue se rendant à une propriété isolée en périphérie de Lyon, appartenant à une famille influente, les Beaumont. Le nom résonna dans l'esprit de Delacroix, un premier écho troublant. Ces éléments, encore disparates, commençaient à esquisser un tableau bien plus sombre qu'un simple meurtre isolé. Delacroix comprit qu'il ne s'agissait pas d'une unique victime, mais potentiellement d'une série. Le profil des disparus, des veuves, souvent jeunes et isolées, se dessinait avec une régularité troublante. L'ombre du clan Beaumont, jusque-là une simple rumeur dans les salons feutrés de Lyon, prenait soudain une dimension concrète et inquiétante. L'inspecteur réalisa que l'affaire touchait non seulement à l'horreur des faits, mais aussi à la puissance d'une famille capable d'exercer une influence considérable pour étouffer toute vérité. Le mur de silence qu'il avait ressenti dès le début n'était pas le fruit du hasard, mais bien d'une volonté farouche de préserver un secret inavouable, coûte que coûte. Delacroix, armé des maigres recoupements et des rumeurs persistantes, se heurta rapidement à un mur bien plus épais que la brume matinale, celui de l'administration lyonnaise. Ses premières requêtes pour examiner plus en détail les registres des décès et des disparitions de veuves, particulièrement celles sans famille proche, furent accueillies avec une politesse glaciale et une lenteur exaspérante. Les fonctionnaires du palais de justice et de la préfecture, habitués à la discrétion et au respect des figures établies, rechignaient à coopérer. On lui rappela la charge de travail, l'absence de preuves tangibles pour des crimes en série, ou encore le caractère irréprochable de certaines familles, dont les Beaumont. Pour eux, les départs étaient enregistrés, les décès certifiés, la paperasse était en ordre, et remettre en question l'intégrité de ces documents était une offense à l'ordre établi. Delacroix sentit la lourdeur d'un système qui préfère la tranquillité aux vérités dérangeantes. Alors que son insistance commençait à attirer l'attention, le nom des Beaumont, prononcé avec une prudence croissante, déclencha une résistance plus directe. L'inspecteur se vit refuser des autorisations, ses demandes de perquisition furent systématiquement ajournées, et ses supérieurs commencèrent à lui exprimer des inquiétudes quant à l'orientation de son enquête. Le commissaire principal, un homme aux liens avérés avec l'IL, élite lyonnaise, le reçut dans son bureau opulent. « Delacroix, mon cher, vous êtes jeune, prometteur. Mais attention à ne pas vous égarer. Les Beaumont sont une institution dans cette ville, des bienfaiteurs. Un scandale infondé pourrait briser des carrières, y compris la vôtre. Concentrez-vous sur des affaires plus concrètes.
Le message était clair. La puissance du clan S étendait bien au-delà de leur propriété, jusqu'aux plus hautes sphères de la justice lyonnaise. L'atmosphère devint palpable. Delacroix remarqua des regards froids dans les couloirs du palais, des murmures qui éteignaient à son passage. Un soir, il trouva une lettre anonyme, glissée sous sa porte. Le ton était courtois, presque paternel, mais le sous-entendu glaçant. L'ambition est une vertu, inspecteur, mais la sagesse est sa meilleure alliée. Certains secrets, ceux qui protègent l'honneur d'une cité, doivent rester scellés. Votre avenir à Lyon dépendra de votre discernement. Il comprit que l'affaire des veuves N n'était pas seulement un crime, mais une bataille contre un pouvoir invisible et tentaculaire. Les Beaumont ne se contentaient pas d'un simple mur de silence. Ils avaient érigé une forteresse d'influence, prête à écraser quiconque oserait s'approcher trop près de leur intouchable réputation. La ville, sous son vernis de respectabilité, cachait des profondeurs insoupçonnées de corruption. Delacroix se retrouva seul, face à un mur d'hostilité grandissante. Les avertissements voilés de ses supérieurs et la lettre anonyme avaient renforcé sa détermination plutôt que de l'intimider. L'affaire N était plus un simple dossier criminel. Elle était devenue une vendetta personnelle contre l'injustice et l'abus de pouvoir. Il comprit que l'élite lyonnaise, engluée dans ses propres secrets et alliances, ne lui offrirait aucune aide. Il devait trouver d'autres chemins, des sources d'informations insoupçonnables, des témoins qui, n'étaient pas directement liés au cercle des Beaumont mais avaient pu observer des anomalies. Sa foi en la justice était mise à rude épreuve, mais il refusait de se laisser briser par ce réseau tentaculaire de silence. Il savait que la vérité était là, quelque part sous les pavés de Lyon. L'inspecteur réorienta son approche. Au lieu d'attaquer de front les institutions corrompues, il choisit d'opérer dans l'ombre, comme le clan qu'il traquait. Il revint sur les premiers témoignages, ceux des petites gens de la Croix-Rousse, ces murmures de « disparitions étranges », qu'il avait d'abord considérés comme de simples ragots. Il se mit à fréquenter les marchés populaires, les bistrots ouvriers, les lavoirs où les commérages couraient plus vite que les eaux du Rhône. Il chercha les visages marqués par l'expérience, ceux qui avaient vu défiler des générations, des vies et des secrets. Il se fit discret, écoutant plus qu'il ne parlait, cherchant la faille dans le récit officiel, le grain de sable qui pourrait enrayer la machine bien huilée des Beaumont. C'est ainsi qu'il finit par croiser, presque par hasard, Solange Lefebvre. Une femme d'une quarantaine d'années, aux traits tirés et au regard fuyant, qu'il reconnut comme l'ancienne domestique des Beaumont, mentionnée par une blanchisseuse. Elle vendait des légumes sur un petit étal, l'air absent. Delacroix l'aborda avec une douceur inhabituelle, sans mentionner l'enquête, parlant du temps, de la difficulté de la vie ouvrière. Il laissa transparaître une empathie sincère, une écoute sans jugement. Il sentait en elle une culpabilité latente, une histoire qui cherchait désespérément à être racontée. Il lui offrit une tasse de café chaud par un matin froid, une attention simple, qui, lentement commença à fendre la carapace de peur qu'elle était construite. Après plusieurs rencontres fugaces, toujours loin des regards indiscrets, Solange, la voix à peine audible, commença à se confier. Elle évoqua d'abord des généralités, des anecdotes, sur la rigidité de Madame Éléonore, puis les mots devinrent plus précis, plus sombres. Elle parla d'une malédiction qui pesait sur les femmes du clan, de rituels étranges, de visites nocturnes, dans la propriété isolée des Beaumont, des lumières aperçues au milieu de la nuit et de l'odeur persistante de feux étranges, qui flottaient parfois au petit matin. Ses yeux s'emplirent de larmes lorsqu'elle murmura le nom de quelques veuves disparues, des femmes qu'elle avait côtoyées, et dont les départs subits l'avaient toujours tourmentée. Les révélations de Solange, bien que fragmentaires et teintées de superstitions populaires, confirmèrent les pires craintes de Delacroix. La propriété des Beaumont, cette forteresse bourgeoise en périphérie lyonnaise, était bien le cœur du mystère. Les feux étranges faisaient écho au bûcher de la Croix-Rousse, et les visites nocturnes suggéraient des pratiques inavouables. L'inspecteur sentit les étaux se resserrer. Il tenait enfin des pistes concrètes, des éléments qui, même s'ils ne constituaient pas encore une preuve formelle pour la justice, lui donnaient une direction claire. Il lui fallait maintenant un plan, audacieux et clandestin, pour pénétrer ce sanctuaire de secrets et y débusquer les preuves tangibles de l'horreur. Delacroix, conscient que la force des Beaumont résidait aussi dans leur capacité à manipuler les récits officiels, adopta une stratégie résolument clandestine. Il comprit que les registres de l'état civil, minutieusement épurés, ne révéleraient rien. Son attention se porta alors vers des sources moins évidentes, mais potentiellement plus révélatrices. Les archives paroissiales des vieilles églises lyonnaises et les registres des notaires de quartier,
souvent moins soumis aux pressions directes des familles puissantes. Il dépêcha discrètement quelques hommes de confiance, des jeunes recrues sans lien avec elle, élite, pour y chercher des anomalies, des dates de décès précipitées, des mariages annulés étrangement, ou des successions aux bénéficiaires peu clairs, tout ce qui pourrait dénoter une volonté d'effacement bien plus ancienne. Après des jours de recherche fastidieuses dans des liasses jaunies par le temps et des encres passées, la persévérance de l'inspecteur fut récompensée. Un jeune clerc, aux archives diocésaines de Saint-Nizier, signala une série d'incohérences frappantes. Plusieurs registres de baptême et de mariage, concernant directement des membres du clan Beaumont sur plusieurs générations, présentaient des ratures suspectes, des pages arrachées, ou des annotations contradictoires. Plus troublant encore, certains actes de décès de jeunes veuves Beaumont, consignés comme des morts naturelles ou des départs pour des couvents lointains, ne correspondaient pas toujours au registre civil, créant des fantômes administratifs. Ces anomalies, trop systématiques pour être de simples erreurs, révélaient une manipulation délibérée, une histoire réécrite. Cette découverte fut un choc pour Delacroix. Ce N n'était pas un crime isolé, mais une pratique ancestrale, un lourd secret familial que les Beaumont s'ingéniaient à dissimuler depuis des décennies, voire des siècles. Les ratures et les incohérences dans les registres N n'étaient pas des coïncidences, mais les cicatrices d'une histoire honteuse, patiemment effacée. L'image de la respectable famille lyonnaise commença à s'effriter, révélant une façade macabre derrière laquelle se cachait une tradition pervertie. L'inspecteur comprit que le bûcher de la Croix-Rousse N était que le dernier acte d'un long drame, et que la véritable ampleur de l'horreur dépassait de loin ses premières estimations, plongeant ses racines dans le passé trouble du clan Beaumont. La découverte du bûcher, initialement traitée avec une discrétion forcée, ne put rester longtemps confinée aux seuls registres officiels. Malgré les efforts initiaux de la sûreté pour minimiser l'incident, les rumeurs persistèrent, alimentées par la nature macabre de la trouvaille et l'insistance inhabituelle de l'inspecteur Delacroix. Les conversations dans les traboules de la Croix-Rousse et les cafés du Vieux-Lyon ne tardèrent pas à se faire écho d'une affaire bien plus sombre qu'il n'y paraissait. Un jeune reporter du Progrès illustré, Armand Duval, connu pour son flair et son penchant pour les récits sensationnels, commença à s'intéresser aux silences étranges qui entouraient le terrain vague. Ses premières enquêtes, discrètes mais tenaces, le menèrent au même murmure de disparition, au même nom de veuve dont le destin était resté incertain. L'odeur du scandale flottait déjà dans l'air, bien avant la révélation des faits. Le premier article d'Armand Duval, paru sous le titre évocateur, Le mystère du bûcher de la Croix-Rousse, disparition étrange à Lyon, fit l'effet d'une petite bombe dans la presse locale. Sans accuser directement, il posait des questions gênantes, soulignait les incohérences, et laissait entendre que l'enquête officielle semblait piétiner face à des forces invisibles. L'article, bien que prudent dans ses formulations, réveillait la curiosité populaire et les craintes latentes. Il mentionnait des rumeurs de veuves évanouies dans la nature, sans jamais les lier explicitement au Beaumont, mais le sous-entendu était clair pour quiconque connaissait les murmures de la ville. La respectable bourgeoisie lyonnaise s'indigna de cette intrusion vulgaire dans les affaires privées, mais la graine du doute était semée dans l'esprit du public. Pour Delacroix, l'apparition de cet article fut une aubaine inattendue. Bien qu'il n'ait pas directement orchestré la fuite, il comprit le parti qu'il pouvait en tirer. Il commença à entretenir une relation discrète avec Duval, lui fournissant des éléments factuels anodins qui, mis bout à bout, renforçaient la thèse d'une affaire dissimulée. Il ne révélait rien de ses découvertes sur les Beaumont, mais laissait le journaliste explorer les pistes des disparitions de veuves, validant subtilement ses intuitions. Chaque nouvel article de Duval, de plus en plus incisif, augmentait la pression sur la sûreté et la préfecture. Le public lyonnais, d'abord sceptique, commençait à exiger des réponses, et les rumeurs sur le clan Beaumont, désormais plus audibles, devenaient un sujet de conversation incontournable. Les salons feutrés de la bourgeoisie ne pouvaient plus ignorer l'agitation qui montait des rues. L'escalade médiatique força les autorités à réagir publiquement. Le commissaire principal, contraint par l'opinion, dut annoncer une intensification des investigations et même une collaboration renforcée avec l'inspecteur Delacroix, bien qu'en privé, il continua de le presser à la prudence. La peur du scandale national, bien plus que le souci de la vérité, commençait à l'emporter sur la protection du clan Beaumont. La presse parisienne, à son tour, s'empara de l'affaire lyonnaise, transformant le mystère du bûcher en une véritable énigme nationale. Des éditorialistes du Figaro et du Petit Journal commentaient la face sombre de la province, pointant du doigt l'opacité des mœurs bourgeoises. Delacroix, désormais sous les feux des projecteurs, sentit que l'étau se resserrait enfin autour des Beaumont.
Mais il savait que leur chute ne se ferait pas sans une bataille acharnée et d'ultimes révélations. Dans le salon somptueux de la demeure Beaumont, où l'opulence des tapisseries et des meubles anciens contrastait violemment avec la gravité de l'instant, l'inspecteur Delacroix se tenait face à Madame Éléonore. La matriarche, drapée dans sa robe de velours sombre, affichait une assurance inébranlable, son regard perçant dissimulant à peine une intelligence redoutable et une volonté de fer. L'air était lourd d'une tension palpable qui, épaississait à chaque mot de l'inspecteur. D'une voix calme mais déterminée, Delacroix énuméra les preuves accablantes accumulées. Les restes calcinés du bûcher de la Croix-Rousse, les incohérences flagrantes des registres paroissiaux, et les murmures persistants des disparitions inexpliquées de veuves, toutes liées au clan Beaumont. Il termina en évoquant le témoignage de Solange Lefèvre, l'ancienne domestique. Ce nom seul sembla faire vaciller la froide assurance de Madame Éléonore, une lueur nouvelle, presque imperceptible, dansant un instant dans ses yeux d'acier, signe avant-coureur d'une façade prête à s'effriter sous le poids des vérités inavouables. L'entrée silencieuse de Solange Lefèvre, pâle et tremblante, fut le coup de grâce. Sa présence dans le salon, plus éloquente que 1000 mots, incarnait la conscience tourmentée et les vies brisées par le secret des Beaumont. D'une voix à peine audible, mais chargée d'une émotion brute, elle répéta ses aveux, évoquant les visites nocturnes mystérieuses, l'odeur persistante des feux étranges échappant de la propriété, et les noms murmurés de ces veuves, dont le destin avait été scellé par le silence du clan. Chaque mot de Solange résonnait comme un marteau sur la carapace de Madame Éléonore. La froideur aristocratique de la matriarche commença à se fissurer, des micro-expressions de dégoût et de rage traversant son visage. La dignité forcée qu'elle avait maintenue pendant des décennies menaçait de s'effondrer, révélant la femme derrière le mythe, acculée par la vérité implacable et le poids des ombres passées. Alors, dans un silence assourdissant, Madame Éléonore brisa le mutisme. Sa voix, bien que glaciale, portait le poids d'une conviction pervertie, presque sacrée, dénuée de remords. Elle ne nia pas les faits, elle les justifia avec une logique terrifiante. Elle parla d'une tradition ancestrale, d'une nécessité impérieuse de maintenir la pureté du lignage Beaumont, de préserver sa puissance et son honneur à tout prix. L'inceste, murmura-t-elle, était un sacrifice, un mal nécessaire pour éviter la dilution du sang, la perte de leur essence. Les purification par le feu silithèse, étaient pas des meurtres, mais des actes de miséricorde, pour effacer la honte et empêcher le scandale de détruire des siècles de réputation. Le clan, selon elle, était au-dessus des lois des hommes, liés par des serments plus anciens. L'horreur de ces paroles, prononcées avec une détermination inébranlable, glaça le sang de Delacroix, révélant la profondeur abyssale d'une folie familiale. La condamnation de Madame Éléonore de Beaumont, et la révélation des pratiques incestueuses du clan, frappèrent la France comme un coup de tonnerre. Au-delà du scandale lyonnais, c'est l'image même de la bourgeoisie, pilier de la Troisième République, qui fut ébranlée. Le pays découvrait avec effroi la face sombre de ces familles respectables, dont la fortune et l'influence masquaient des traditions perverties et une violence inouïe. Le débat public, déjà vif grâce à la presse, s'intensifia, remettant en question la notion d'honneur familial quand celui-ci, érigeait au-dessus de toute morale et de toute loi. Des éditorialistes du Figaro, aux discussions animées dans les bistrots parisiens, chacun s'interrogeait sur les secrets enfouis derrière les façades bourgeoises. L'affaire des veuves de l'ombre devint le symbole glaçant d'une hypocrisie sociale que l'on pensait révolue, mais qui persistait, insidieuse, dans les recoins les plus intimes de la société. Elle fut une piqûre de rappel brutal sur la vulnérabilité des femmes et le pouvoir écrasant des lignages. Si aucune stèle ne fut érigée en mémoire des veuves de l'ombre, leur destin tragique marqua durablement les esprits, devenant une sorte de légende urbaine, un conte d'horreur murmuré dans les ruelles de Lyon. Leur sacrifice symbolique, bien que posthume, contribua à fissurer le mur de silence qui protégeait les crimes intrafamiliaux. Sur le plan légal, l'affaire Beaumont, par son retentissement national, souligna les lacunes du Code pénal de 1810, qui peinait à appréhender la complexité des crimes liés à l'inceste et à la dissimulation méthodique. Elle accéléra une prise de conscience sur la nécessité de renforcer la protection des femmes vulnérables et de doter la justice de moyens plus efficaces face aux pressions des élites. Bien que des lois spécifiques sur l'inceste ne fussent pas immédiatement promulguées, le cas alimentera les réflexions qui, des décennies plus tard, conduiront à une meilleure reconnaissance et poursuite des violences domestiques et des atteintes aux mœurs, jetant les bases d'une évolution juridique et sociale profonde. L'héritage de l'affaire des veuves de l'ombre ne se limita pas aux condamnations prononcées.
Il résonna comme un avertissement puissant, rappelant que même derrière les façades les plus respectables, se cachaient parfois des abysses de perversion et de violence. La chute du clan Beaumont, autrefois intouchable, démontra que la persévérance d'un homme comme l'inspecteur Delacroix pouvait, même face à un système corrompu, faire éclater la vérité. Elle rappela l'importance cruciale d'une presse libre pour défier les puissants, et d'une justice impartiale pour les plus faibles. Lyon, cette ville de secrets et de traditions, fut changée à jamais par cette révélation, forcée de regarder en face ses propres zones d'ombre. L'histoire des Veuves de l'Ombre est celle d'une justice arrachée au prix fort, une victoire amère mais essentielle contre l'obscurantisme et l'abus de pouvoir. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes, et à découvrir notre prochaine histoire, tout aussi glaçante, sur les secrets inavouables de la Belle Époque.